Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13 h, la même heure à Kidal et partout au Mali. Le journal Ibrahima Traoré. À la une de ce 13 h dimanche, en route pour le dialogue intermalien après l'annonce du président de la transition, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, engage une vaste opération d'information auprès des légitimités traditionnelles et leaders religieux du pays. Nous l'entendrons dès le début de cette édition. À Kidal, le gouverneur dévoile à la population quelques orientations de son action. Elle s'appuie notamment sur le respect de l'autorité de l'État et le soutien de la population aux femmes pour pacifier la région. Sidi El Mehdi Ag Al-Bakka sera en ligne de Kidal pour mieux nous édifier. À suivre une large page consacrée à l'actualité africaine et internationale. Et puis le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? La page sport de ce 13h dimanche est essentiellement consacrée au football avec notamment le match amical qui a opposé le Mali à la Guinée-Bissau ce samedi soir. Un match gagné par les nôtres 6-2. L'actu des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté dans une vingtaine de minutes. À suivre, la céphalée ou les maux de tête, sujet de la chronique santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le dialogue intermalien se précise à une annonce du chef de l'État bien accueilli par les leaders religieux et les légitimités traditionnelles du pays. À Bamako, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, s'est rendu au Haut Conseil islamique du Mali, à l'archevêché, à l'Ajimpem ou encore dans les familles fondatrices de Bamako pour solliciter leur accompagnement et bénédiction. Colonel Abdoulaye Maïga s'exprime au micro de Abdul Karim Kaba à l'issue de sa visite. Nous sommes en train de vulgariser un message très fort de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Porter ce message aux légitimités, c'est traditionnel. Il était séant de faire le même exercice et la même démarche auprès des légitimités religieuses. Je voudrais à son nom remercier le Haut Conseil islamique et bien entendu toutes les autres fêtières des religions de notre pays. Nous savons également le rôle important que joue le Haut Conseil islamique dans l'apaisement du climat social dans notre pays. L'exercice qui nous a été confié par le chef de l'État, à savoir mener un dialogue direct intermalien, est un exercice salvateur pour notre pays. Après 10 ans de processus, malheureusement n'ayant pas eu les effets escomptés, nous espérons que cette fois-ci, grâce à l'aide de Dieu et l'engagement de tous les Maliens, que ce sera la bonne solution, afin que la paix et la sécurité soient définitivement rétablies dans notre pays. Nous avons échangé avec les membres du Haut Conseil islamique, qui nous ont prodigué beaucoup de conseils. Et bien entendu, avant même d'entamer le dialogue intermalien proprement dit, c'était convenable, c'était un devoir de notre part, sous la direction du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du gouvernement, d'abord de présenter l'initiative aux membres du Haut Conseil islamique et de demander leur bénédiction. L'engagement et la participation effective de toutes les forces vives de notre nation. L'exercice proprement dit ne sera pas mené par le gouvernement. Il y a un comité de pilotage qui se chargera de cela. Autre rendez-vous majeur au Mali, la fin de la phase régionale des états généraux de l'éducation. À Gao, par exemple, les 3 jours de travaux sont sanctionnés par des recommandations et propositions de solutions pour faire face aux problèmes qui minent l'école malienne. On en sait davantage avec l'un de nos correspondants sur place, Aliou Idrissa Maïga. Du 4 au 6 janvier 2024, les acteurs de l'éducation de la région de Gao, venus de tous les cercles, ont partagé leurs idées sur l'avenir de l'éducation au Mali. Selon eux, ce cadre d'échange initié par les plus hautes autorités est une chance pour notre système éducatif. Soumaïla Baba, animateur des États généraux de l'éducation phase régionale. Durant 3 jours, les uns et les autres se sont mis en contribution pour scruter le système éducatif actuel dans toutes ses facettes. Des observations, critiques et propositions de solutions sont apportées qui permettront peut-être des bases solides pour une refondation
voulu et soutenu. Abdulaziz Ibrahim Maïga, participant. En tant que participant, nous avions fait le maximum pour donner des meilleures propositions et pour choisir les meilleures réponses aux questions qui minent l'éducation en République du Mali. Acteurs de l'éducation et autorités régionales fondent beaucoup d'espoir sur les résolutions formulées par les participants. Sadou Abdou, directeur régional de l'Académie d'enseignement de Gao. À travers les travaux dont nous avons supervisé, encadré, on a vu des hommes intègres qui sont prêts pour le Mali de demain. Mes sincères remerciements pour les 65 questions et les 18 thématiques débattues dans un environnement serein. Soumaïla Sangaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao. Nous saluons la qualité des conclusions auxquelles vous avez abouti, des résultats qui ne sont guère surprenants au regard de la qualité des participants que vous êtes. Tenir des états généraux tous les 10 ans, la réintroduction de l'examen du certificat d'études primaires CEP, l'ouverture rapide de l'université de Gao et l'amélioration des textes régissant les MEDERSA font partie de la batterie de recommandations qui ont sanctionné la rencontre de Gao. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM. Restons dans le nord du pays. À Kidal, le gouverneur multiplie les initiatives pour affirmer la présence de l'État et rassurer les populations. Après sa rencontre avec les différentes couches de la région, le général El Hadj Gamou décline ses orientations ou les orientations de son action. Elle repose notamment sur le respect de l'autorité de l'État et le soutien de la population au format pour pacifier la région de Kidal. Les explications depuis Kidal avec Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. En ce début d'année, le gouverneur de la région de Kidal réaffirme, comme toujours, sa volonté de jouer toute sa partition dans la construction de la patrie, tant chère pour lui, le Mali. Dans sa posture de chef de l'administration régionale, il dévoile ses orientations. Des orientations au nombre de 4 susceptibles de redonner à Kidal toute sa plénitude. D'abord, il prône le respect de l'autorité de l'État et la volonté de résoudre les problèmes maliens avec les solutions maliennes. Général de division Al-Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Je félicite la dynamique et l'initiative des autorités politiques pour cette initiative des solutions intermaliennes. Mieux, le général Al-Hadj Gamou trouve nécessaire l'implication des chefs traditionnels dans toutes les actions de la région. Général de division Al-Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal. Chef traditionnel coutumier, les chefs de fraction, je les invite vraiment à s'impliquer très fortement pour encourager cette dynamique de solutions intermaliennes. La dernière orientation qui tient à cœur à l'officier supérieur est bien la franche collaboration entre les populations et l'armée malienne, un palliatif à de nombreuses situations sécuritaires dans la région. Et invite aussi la population à aider, à s'impliquer pour travailler, aider aussi les forces armées de défense et de sécurité pour donner les renseignements qu'il faut, pour coopérer en tout cas pour qu'il y ait vraiment une stabilité, une paix durable dans l'intérêt général de toute la population de la région de Kidal. Cette dynamique de veille de conscience enclenchée sera pérennisée jusqu'à l'obtention d'un résultat probant, rassure le gouverneur de la région de Kidal. Kidal. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, Benro Fofana et Abba Diawaïkoy pour l'ORTM. L'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, les alliés de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko envisagent tous les recours possibles. Cela après sa condamnation confirmée en 6 mois de prison et pour diffamation et le refus du Conseil constitutionnel d'examiner son dossier de candidature. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors pour les alliés de l'opposant Sonko, leur candidat n'est pas encore hors jeu. Les avocats d'Ousmane Sonko annoncent déjà une réclamation face au refus du Conseil constitutionnel d'examiner son dossier de candidature à la présidentielle de février prochain au motif qu'il serait incomplet. Le Conseil n'a pas indiqué quelles pièces n'étaient pas conformes. Il pourrait s'agir de sa fiche de parrainage ou de son attestation de dépôt de caution à la Caisse de dépôt et consignation. Concernant la décision de la Cour suprême ce jeudi, qui confirme sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et qui devrait entraîner son inéligibilité, les avocats de l'opposant ont prévu de déposer un rabat d'arrêt auprès de la Cour, c'est-à-dire
une demande d'annulation de la décision pour des questions de forme. Dans les deux cas, les avocats d'Ousmane Sonko attendent d'être notifiés officiellement des décisions pour engager leur réclamation la semaine prochaine. Malgré ces deux revers majeurs, l'ex-PASTEF, le parti de l'opposant, reste mobilisé derrière son leader. S'il venait à être définitivement écarté de la course à la présidentielle, le plan B sera toujours Biram Souleye Diop, également derrière les barreaux. Mais Nouhoum Sissoko, les médias aussi évoquent ces derniers jours un plan C. De quoi s'agit-il? Ce plan C concerne l'ancien ministre Habib Sy, qui a été parrainé par des députés de l'ex-PASTEF. Ce n'est pas le cas, réplique El Haj El Malik Ndiaye, porte-parole du parti dissous. L'idée est simplement de multiplier les candidatures de membres de la coalition d'opposition Yehui Askanui pour avoir un candidat face à la mouvance présidentielle le 25 février. Selon lui, Ousmane Sonko reste leur candidat jusqu'au terminus. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nouhoum Sissoko. Au Soudan, la situation humanitaire se complique avec un record mondial de 6 millions de déplacés, dont 1,3 million de réfugiés. L'information vient de l'agence de coordination de l'ONU, OCHA. Alors, Lassina Keita, dites-nous pourquoi cette accentuation de la dégradation de la situation humanitaire dans ce pays de Soudan. Actuellement, le Soudan vit une situation humanitaire inquiétante avec ces chiffres, vous l'avez dit, 6 millions de déplacés, dont 1,3 million de réfugiés. Un record mondial selon OCHA, une agence de coordination de l'ONU. Cette situation est provoquée après 9 mois de guerre par une insuffisance budgétaire et l'aide humanitaire n'atteint pas les populations dans le besoin. Ensuite, selon les humanitaires, plusieurs obstacles sont liés à la distribution de l'aide humanitaire qui sont insécurité, pillage, réseau en panne, blocage bureautique, manque d'argent, de matériel et de ressources humaines. Selon OCHA, les déplacés sont répartis sur plus de 6200 sites à travers les 18 États du Soudan. En décembre, l'agence a comptabilisé plus de 230 000 personnes ayant dû fuir une seconde fois dans les régions d'Al Jazira, Sennar et le Nil Blanc à cause des combats. Depuis avril, 163 organisations ont pu fournir de l'aide à 5 millions de personnes, alors que cette année, 25 millions de Soudanais auront besoin de soutien, selon Martin Griffith. Le sous-secrétaire de l'ONU aux affaires humanitaires a exigé que la communauté internationale prenne des actions décisives et immédiates en 2024. Les distributions à travers les zones de conflit ont dû être stoppées alors que les violations massives des droits de l'homme se poursuivent. L'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Les humanitaires sont confrontés à la mobilisation de 2,5 milliards de dollars pour les besoins. Seulement 40% de ce montant ont pu être mobilisés. Merci beaucoup. Lassina Keita et Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Voyons à présent avec vous le reste de l'actualité sur le continent. Nous parlions à l'instant du Soudan, où le général Al-Bourhan refuse de négocier avec les paramilitaires. Pourquoi? Oui, en tournée dans plusieurs capitales africaines, Hamdan Daglo Ameti avait souligné l'idée d'une reprise des pourparlers devant aboutir à un cessez-le-feu. Une proposition rejetée vendredi par le chef de la transition soudanaise, le général Al-Bourhan, qui estime inconcevable de parler de réconciliation avec des auteurs des crimes de guerre contre l'humanité. Les statistiques des organisations locales et internationales indiquent qu'au moins 12 000 personnes ont été tuées et des milliers de blessés depuis le déclenchement de la guerre. En Somalie, le président annule, entre guillemets, l'accord entre le Somaliland et l'Éthiopie. En tout cas, le président Hassan Sheikh Mohamud a signé hier un projet de loi qui, dans la forme, annule cet accord qui prévoit à terme un bail exclusif sur la mer pour une durée de 50 ans à Addis Abeba. Depuis son annonce, Mogadiscio, qui revendique le Somaliland, a interpellé les instances africaines sur ce qu'elle qualifie de violation de sa souveraineté territoriale. Le pays est soutenu par la communauté internationale qui appelle à un règlement à l'amiable. De son côté, l'Éthiopie n'abdique pas. Pour les autorités, diversifier les accès à la mer est d'une importance capitale pour son économie, où ses exportations et importations dépendent exclusivement du port de Djibouti. Cet accord, qui doit encore être finalisé, devrait permettre à l'Éthiopie de bénéficier de 20 km de terre le long de la côte de Somaliland, dans le golfe d'Aden via le port de Berbera.
En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante annule certains résultats des législatives et scrutins locaux. Cette décision concerne des candidats présents dans 36 des 182 circonscriptions électorales de 17 provinces sur les 26 du pays. Des personnalités politiques de premier plan apparaissent dans cette liste, à savoir 3 ministres en poste, parmi lesquels celui du tourisme et celui de la formation professionnelle, 4 gouverneurs, mais aussi des administrateurs d'entreprises publiques, des sénateurs et autres élus. Une trentaine de partis ou de regroupements politiques sont concernés par ces annulations, avec une large majorité des candidats issus de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir. Motif mis en avant par la commission électorale, des incitations à la violence et surtout des fraudes, des détentions de matériel électoral, notamment des machines à voter. Le Nigeria suspend temporairement la validation des diplômes obtenus au Togo et au Bénin. Le gouvernement fédéral justifie cette mesure par la lutte contre le trafic de faux certificats. La décision fait suite à l'enquête des journalistes infiltrés qui a obtenu un diplôme en moins de 2 mois dans une université béninoise, selon les autorités nigérianes. Près de 15 000 étudiants nigérians pourraient être affectés si les diplômes délivrés au Togo et au Bénin ne sont pas reconnus dans leur pays. C'est en tout cas les chiffres annoncés par l'Association nationale des étudiants nigérians. Le président de l'association demande au pouvoir public de ne pas punir tous les étudiants par les crimes commis par une seule institution. Par ailleurs, il salue les efforts mis en œuvre pour lutter contre les faux diplômes. Au Kenya, le secteur de la santé est éclaboussé par un nouveau scandale de corruption. La ministre de la Santé a annoncé vendredi la suspension de 27 hôpitaux soupçonnés de fraude à la sécurité sociale. Il faisait partie d'une soixantaine d'établissements audités entre janvier et décembre 2023 à travers le pays. Demande de remboursement inventés, dossiers fictifs ou encore tromperies pour pousser des patients à subir des traitements non nécessaires. Les 27 hôpitaux suspendus avaient mis en place tout un système pour bénéficier des fonds de la sécurité sociale. Certains établissements avaient déclaré par exemple effectuer jusqu'à une vingtaine d'opérations de jeux par jour alors que leur capacité réelle est de 2. Des fraudes qui ont coûté plus d'$1 million au gouvernement d'après la ministre de la Santé kenyane. Les autorités ont annoncé avoir entamé les démarches pour récupérer les fonds versés suite à des demandes frauduleuses des établissements suspendus. Non loin de là, au Niger, le Premier ministre demande le report de la rencontre prévue le 10 janvier avec la CEDEAO. Dans un courrier officiel, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen demande le report de cette rencontre au 25 janvier, le temps d'organiser le dialogue national. Au cours de ce dialogue qui se veut inclusif, les Nigériens devront définir la durée de la transition, les tâches à accomplir avant l'organisation d'éventuelles élections. C'est donc après ces assises que Niamey entend recevoir la délégation de l'organisation régionale. Au Burkina Faso, prélèvement sur tous les salaires, ministres compris, pour financer l'effort de guerre. 1% de moins sur tous les salaires, qu'ils soient publics ou privés, et 25% de moins sur toutes les primes des fonctionnaires des différents ministères. Les sommes collectées serviront notamment à alimenter le fonds de soutien patriotique pour l'équipement des forces armées nationales engagées sur les différentes chartes des opérations. C'est ce qu'a expliqué le ministre en charge des Finances, Aboubakar Nakanambo. Il faut en finir vite avec cette guerre et nous demandons véritablement l'accompagnement des travailleurs, a conclu le patron de l'hôtel des finances. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité africaine par la Guinée où le syndicat des professionnels de la presse menace de mener des actions pour dénoncer la censure des médias. Depuis octobre 2023, plusieurs radios et télé comme Espace Évasion, Dioma et FIM ont vu leur diffusion restreinte, voire tout simplement suspendue. Les syndicats des professionnels de la presse visent particulièrement l'autorité de régulation des postes et télécommunications et le ministre en charge de la communication qu'ils qualifient d'ennemi de la presse. Le ministre Ousmane Gaoula Diallo répond à ces attaques. Il y a des débats politiques en Guinée, mais peut-on tout dire, peut-on tout faire, y compris lorsque cela conduit à des violences, à des catastrophes, s'interroge-t-il. À ma qualité de porte-parole du gouvernement, j'ai dit clairement que tout propos qui soit de nature à exacerber les tensions communautaires, à renforcer la division de la société, ce média sera purement et simplement sanctionné et cela ne fait l'objet d'aucun doute, a-t-il clairement rappelé. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur le continent africain et hors du continent, justement aux États-Unis. Donald Trump a battu campagne hier samedi dans l'Iowa en enchaînant 2 meetings, 3 ans, jour pour jour, après l'assaut du Capitole à Washington. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, au cours de 2 longues prises de parole, il a promis de, je cite, sauver l'Amérique en gagnant la présidentielle en 2024. Oui, tout à fait. L'ancien président républicain a enchaîné les meetings dans le petit État de l'Iowa qui organise le 15 janvier ses réunions et lance ainsi le bal républicain pour les primaires de 2024, lui donnant depuis un demi-siècle
un poids surdimensionné dans la campagne présidentielle. Le milliardaire qui rêve d'être réélu en novembre et de retourner à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, malgré ses 4 inculpations au pénal, fera face dans 8 jours aux électeurs pour la première fois depuis son départ avec fracas de la présidence le 20 janvier 2021, 3 ans après l'attaque sans précédent contre le siège du Congrès à Washington par ses partisans le 6 janvier 2021, Donald Trump a affirmé dans des discours décousus de plus de 2 heures chacun dans les petites villes de Newton et de Clinton qu'il allait gagner pour la troisième fois, la présidentielle en novembre. Donald Trump a jugé que la première puissance mondiale était en déclin, évoquant les guerres en Ukraine, à Gaza, les tensions avec l'Iran ou la Chine. Il a mis en garde ses centaines de partisans enthousiastes à Newton que si Joe Biden est réélu, le pays risque la troisième guerre mondiale et la dépression comme dans les années de 1930. Nous sommes une nation défaillante et nous allons la ramener de l'enfer, a-t-il déclaré en soirée dans une école de Clinton en se vantant d'être le seul candidat capable de sauver l'Amérique de chaque catastrophe. Ironisant sur les avertissements des démocrates et des médias d'un risque de dictature, Trump, en cas de second mandat, l'homme d'affaires a proclamé sous les rires et applaudissements « Je suis un dictateur ». Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Et le reste de l'actualité hors du continent, à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient par la Jordanie. Après avoir rencontré hier à Istanbul le président turc dans l'espoir de juguler l'escalade régionale, selon un nouveau bilan annoncé ce dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, 22 835 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 60 000 blessés. La police du Bangladesh a indiqué ce dimanche avoir tiré pour disperser même des militants de l'opposition. Ils avaient érigé un barrage routier à Chittagong dans l'est du pays pour protester contre les élections législatives en cours dans le pays. La Corée du Nord procède ce dimanche à de nouveaux exercices d'artillerie à munitions réelles sur sa côte ouest près de la frontière maritime avec la Corée du Sud. C'est du moins ce qu'a annoncé l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Les autorités locales d'îles sud-coréennes isolées en mer Jaune près de la côte nord-coréenne ont dit avoir envoyé des messages sur les téléphones mobiles des habitants pour les prier de rester chez eux. Le journal des sports dans quelques instants. Famourou Djourte, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Du football pour commencer, les Aigles du Mali ont dominé 6-2 les Djourtous, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. Guinée-Bissau ce samedi soir au stade du 26 mars en match amical. Est-ce qu'on peut dire que c'était une équipe malienne à double visage, Famourou? Ah oui, ça clairement. Le Mali a livré 2 périodes différentes ce samedi soir face à la Guinée-Bissau. Pourtant, les Aigles entament bien la partie en marquant 2 buts dès le premier quart d'heure. Youssouf Niakhaté, 6e minute, servi par Lassana Koulibaly. Ensuite, le passeur se transforme en buteur à la 15e minute. Alors qu'on s'attend à une soirée tranquille pour eux, les hommes d'Erki Chekouchel déchantent lorsque Mama Baldé réduit le score pour les Djurtus en profitant d'une erreur défensive, 37e minute. Puis Boubacar Keke Kouyaté sort dans la foulée sur blessure, remplacé par Sikou Niakhaté. Après un bon travail d'Yves Bissouma, Kamouri Doumbia redonne 2 buts d'avance aux siens, 3-1, 40e minute. Mais Carlos Mané lui répond aussitôt à la 42e minute, 3-2 pour le Mali à la pause. Le second acte se révèle en revanche totalement en faveur des Aigles. Sikou Niakhaté marque d'abord sur un service de Néné Dorgelès, 68e minute pour le 4-2. Puis Falaye Sako inscrit le 5e but du Mali 10 minutes après le 4e. Lassine Sinaïro sur une nouvelle passe décisive de Néné Dorgelès, 85e minute, parachève le festival offensif des Aigles du Mali, 6-2 score final. Écoutons Eric Chekouchel, le sélectionneur national, en conférence de presse d'après-match. C'est un match où il y a eu des très bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes et puis il y en a eu des très mauvaises. Sur l'ensemble, c'est quand même une victoire avec un nombre de buts marqués assez conséquent. On a marqué 6 buts
pense en public, ça n'arrive pas tous les jours. Ben, les très mauvaises nouvelles, c'est qu'avec cette qualité de jeu, la vérité, c'est qu'on doit finir à 6-0 et pas à 6-2. Donc on a pris 2 buts qui sont assez évitables. C'est pas 2 buts qu'on prend. Il y a un joueur qui a dribblé tout le monde et met une frappe à 30 mètres en pleine lunette. Là, on la casquette et on dit bravo. Là, non, c'est 2 buts évitables. C'est pour ça que j'ai dit très mauvaise chose parce qu'il y a 2 buts. Je suis quand même très 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 satisfait de la victoire à Bamako avant la compétition. J'ai de très bons joueurs. Donc l'idée, c'est de récompenser ceux qui jouent le mieux, tout en ayant une équipe type, bien sûr. Et on va dire, je vais vous donner un exemple, si pendant la semaine les milieux de terrain ont été très bons, donc on jouera en losange. Si les attaquants ont été très bons, donc on jouera en 4-4-2. Ou on jouera en 4-4-2 et on finira en losange, ou on jouera en losange et on finira en 4-4-2, ou en 4-2-3-1. Depuis le regroupement du Centrafrique, et même avant ça avec l'Arabie Saoudite, vous voyez, j'essaie de varier les systèmes de jeu. Je prépare mon équipe depuis un bon moment, je la prépare. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais revenir encore sur ces 3 mots. Humilité, travail, ambition. En moins d'une semaine, on a analysé plus d'une 50aine de matchs. Donc je suis très fier de mon staff aussi. Voilà, en conférence de presse, le sélectionneur Eric Chigouchel a rassuré que Boubacar Kiki Kouyaté a seulement pris un ballon dans le bas-ventre, que ce n'était rien de grave. Les Aigles avaient besoin de ce dernier match à domicile avant la CAN pour rassurer leur public après leur contre-performance 1-1 face à la Centrafrique lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. De leur côté, les Djurtis de Guinée-Bissau devront faire mieux dans tout juste une semaine face aux pays hôtes, les éléphants de Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture. Et pour l'anecdote, Djurtis signifie licaon en français, un animal réputé pour sa persévérance et son esprit d'équipe, reflétant la ténacité et la solidarité de l'équipe. Merci beaucoup pour cette précision. Enchaînons directement avec notre série de présentation des groupes de la CAN 2023. Quel groupe nous intéresse aujourd'hui, Famoro? Le groupe B, un groupe composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Isaac Tchenou nous présente les forces en présence. Le groupe B de la CAN en Côte d'Ivoire est composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. L'Égypte est la nation la plus titrée de la CAN. Les Pharaons totalisent 7 titres en 26 apparitions et ils ne sont pas encore rassasiés. En Côte d'Ivoire, ils tenteront de décrocher une 8e étoile. Finaliste malheureux de 2 des 3 dernières éditions, l'Égypte se présente comme le favori naturel du groupe B. Le Ghana, le challenger sur le déclin. Les Black Stars du Ghana veulent briser la malédiction. Dans une longue traversée du désert qui date depuis 1982, les 4e champions d'Afrique seront en Côte d'Ivoire pour tenter de se libérer de ce lourd poids qui pèse sur eux depuis 42 ans. Le Ghana se profile comme le principal challenger de l'Égypte dans ce groupe. Le Cap-Vert, les petits poussés devenus grands. L'équipe nationale du Cap-Vert est en nette progression depuis une décennie. Les Cap-Verdiens participaient pour la première fois de leur histoire à la CAN en 2013 et réalisaient un exploit d'atteindre les quarts de finale. Présente lors de l'édition suivante, mais éliminée dès le premier tour, la sélection capverdienne était absente à l'édition 2017 et 2019 avant de refaire son apparition au Cameroun lors de la dernière édition. Le Cap-Vert, 8e de finaliste lors de l'édition 2021, représente l'ambassadeur de ce groupe. Le Mozambique et les petits poussés ambitieux. Le Mozambique, de retour après avoir manqué les 6 dernières phases finales de la CAN, est le petit poussé du groupe. Bien que considérés comme des ambassadeurs, les Mambas sont sur une dynamique positive. Leur 2e place dans les éliminatoires derrière une équipe aussi forte que le Sénégal et devant le Bénin et le Rwanda témoignent leur potentiel. Voilà, les affiches. C'est donc le groupe B est composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. On va boucler avec la 12e journée du championnat national de Ligue 1 qui prend fin ce dimanche. Quelles sont les affiches, Famoro? Oui, les affiches Binga FC Black Star sont Binga FC Black Star, AS Black Star, US Bougouni, Club Olympique de Bamako, US Bougouba Afrique Football Elite et Stade Malien de Bamako, AS Police. Tous les matchs débutent à 15h45. En ouverture, le leader l'AS Siral a gagné 1-0 contre l'USFAS. Le Djoloubassi a battu l'Union sportive du Sergueta par 2-0. L'association sportive de Korofena et ATS de Koro ont fait match nul 2-2. 11 créateurs et AS Bakaridian se sont également quittés sur un score de parité 3-3. Démarré vendredi 5 janvier, la 12e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec ses 4 rencontres. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Santé dans quelques instants. Focus Santé. Oui, Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à la céphalée ou aux maux de tête.
Elle se manifeste par une douleur intense au niveau de la tête, du crâne, du haut du cou et de l'intérieur de la tête. Selon les spécialistes, les céphalées sont au nombre de 13. Koumba Sissé pour plus de détails sur ce mal. J'ai des douleurs au niveau de la tête. Je prends des médicaments. Bon, ça calme la douleur, après ça revient encore. Comme Fatoumata Amadou Maïga, beaucoup de personnes se trouvent dans la même situation. La céphalée ou maux de tête est aujourd'hui l'une des premières causes de consultation dans les hôpitaux. Elle peut être aiguë ou chronique, avec des douleurs à répétition au niveau de la tête, de l'intérieur du crâne, du front ou du cou. Professeur Nanko Doumbia, médecin à l'hôpital du Mali. Céphalée ou encore maux de tête, c'est un ensemble de faisceaux de douleur qui sont ressentis au niveau de la tête. C'est des symptômes fréquents qui sont les motifs de consultation dans toutes les spécialités de médecine. À l'hôpital du Mali, au cours de nos consultations de médecine interne, nous avons 3 à 4 cas de céphalée par consultation. Sur le plan international, nous avons à peu près 13 catégories de céphalée, et dont certaines sont dites de céphalée primaire et d'autres sont dites de céphalée secondaire. Et parmi les céphalées primaires dont la population souffre surtout, c'est la fameuse migraine. Et vous avez souvent aussi ce qu'on appelle la céphalée de tension. Vous avez aussi l'algie vasculaire de face. Le diagnostic de la céphalée passe de l'interrogatoire à l'examen du sang. Pour pousser les analyses, le médecin traitant peut ajouter aussi la radiographie. Vous devez écouter le malade. Le malade va vous décrire les douleurs dont il ressent au niveau de sa tête. Et en fonction de ça, de la symptomatologie, vous tirez une conclusion. Et en fonction de ce que vous soupçonnez, c'est les examens complémentaires qui ne sont pas, comme le nom l'indique, effectivement, vient au second plan. C'est essentiellement l'interrogatoire, les examens. Souvent, on est obligé de passer par la radiographie pour rechercher les causes de la céphalée. On passe souvent par le scanner, on dit la TEDEM cérébrale, l'IRM, et pour vraiment asseoir les diagnostics. Très souvent, la plupart des malades qui se présentent au professeur Doumbia se plaignent d'avoir tout fait pour calmer la douleur, mais en vain. Comme tout interniste, nous avons quand même la patience de regarder. Souvent, tu regardes tous les produits que le malade envoie. Souvent, il s'agit souvent des choses qui sont tout simples. Et il y a des choses que vous allez rencontrer par surprise, que souvent, il y a des choses qui ne sont pas essayées. Je vous donne l'exemple souvent. Quand vous recevez des malades avec beaucoup de médicaments, les malades disent que vraiment, j'ai tout essayé, ça ne va pas. Il se trouve souvent que le médicament peut-être est surdosé. Le traitement va dépendre aussi, bien sûr, de la cause ou bien du type de céphalée. Donc, il y a des céphalées dont l'origine est chirurgicale. Et il y a des céphalées qui sont purement dues à des maladies médicales. Donc, le céphalée étant une douleur, sur le plan symptomatique, on va traiter d'abord les symptômes. Ça, on commence toujours avec les antalgiques, les calmants. Et après le traitement symptomatique, il faut faire le traitement étiologique. Les cas compliqués, souvent, demandent l'hospitalisation. Avec la douleur souvent stressante, les céphalées sont classées en 2 groupes. Les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Si la première a pour source la fatigue, le stress ou autre trouble, la seconde, quant à elle, est causée par un agent pathogène comme le microbe, la bactérie ou le virus. Focus Santé. C'est ce numéro de Focus Santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré. À la réalisation, Lassina Keita, merci à Bintou Traoré qui assure la mise en onde de ce journal avec à la mise en ligne Sekou Traoré. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.